Bonsoir à tous, il est 18h, on est le jeudi 27 mars 2025 et c'est Jeudi Tout. Bonsoir Olivier Jalaguier. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup Olivier d'être avec nous dans l'émission à nouveau ce jeudi. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'était pas vu. La semaine dernière à votre place il y avait Jérôme Kerviel qui était là. Et puis je crois que vous aviez pris quelques jours de repos. On vous retrouve, on est ravis de vous avoir avec nous dans l'émission. Ravi aussi, j'ai aussi un compte à la Société Générale mais moi je l'ai encore. Très bien. Comme chaque semaine, 3 sujets de débat ensemble. On y va pour le premier ? On y va, c'est parti. Allez, le premier sujet de cette semaine, forcément, il y a une forme d'overdose peut-être dans la ville, mais comment ne pas parler de politique et de ce qui est en train de se dérouler à la municipalité et dans la majorité municipale de Jean-Paul Fournier. Vous me l'avez traduit avec un « je, tu, il ». Faites vos jeux, J-E. Je tue, il. Oui, je tue, il, pardon. T-U-E. Qu'est-ce que vous voulez nous dire Non, là-dessus, qui n'a pas été dit jusque-là, mais c'est on... intéressant d'avoir votre avis. Ça fait longtemps que, entre guillemets, les commentaires vont bon train, que ça flingue en mairie, voilà, c'est le jeu habituel. Au fin de mandat, là, c'est un peu plus poussé qu'à l'habitude. C'est une fin, entre guillemets, de règne pour Jean-Paul Fournier qui s'annonce, donc forcément, ça attise les appétits. On va pas répéter ce qui se dit depuis des semaines et qui s'écrit partout. Et je crois que, si vous me permettez, je ne voudrais pas être excessif dans les mots, mais les préoccupations et les priorités des Nîmois sont ailleurs. Il y a ceux qui souffrent dans leur chair, il y a ceux qui souffrent économiquement, il y a les commerçants qui souffrent, il y a les entrepreneurs qui souffrent parce que la période économique est compliquée. Il y a plein de difficultés aujourd'hui auxquelles sont confrontés les Nîmois. Et je pense que aujourd'hui, c'est bien prématuré de parler des élections municipales, même si c'est un enjeu qui les intéresse. Il n'y a qu'à voir, chaque fois qu'il y a un article qui sort. Après, est-ce que c'est le maire qui est responsable là-dessus, Olivier ? Parce que après, il y a des candidats qui s'annoncent dès le mois de janvier. Forcément, ça fait sortir du bois un peu tout le monde. Personne n'est responsable et tout le monde est responsable. Tout le monde participe à ça. Regardez nous-mêmes les premiers en commentant là ce soir. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut se penser aux Nîmois. Vous savez... Mais ça les intéresse. On est un pays très politique. Les gens, ils aiment la politique. Ouais, moi je voudrais juste dire que le pouvoir, c'est pas un commerce. Le pouvoir, c'est un service à l'autre. C'est même le service suprême, et j'allais dire même le service ultime de l'homme. C'est avoir la capacité de et faire. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas vertical, c'est pas une autorité verticale. On a tous. Mais c'est comme ça qu'a régné Jean-Paul Fournier pendant 25 ans. On a souvent tendance, mais pas que Jean-Paul Fournier, on a souvent tendance à ne voir le pouvoir que de façon verticale. Mais le pouvoir, c'est aussi une façon d'incarner et d'aider l'autre, son prochain. Vous savez, on parle de période de jeûne pour les musulmans. Aujourd'hui, on est en période de carême pour le peuple chrétien. Jésus-Christ, il a pris le pouvoir sur les hommes pour l'amour, pour donner son amour. Il a donné son corps en sacrifice à l'issue de cette période de carême. Il y a une religion qui est la politique. Eh bien, le pouvoir, ça devrait être une notion de sacrifice et de don de soi. Et là, aujourd'hui, admettez, de part et d'autre, je ne suis pas là pour juger les uns ni les autres, mais que le don de soi est bien loin et qu'on devrait revenir, me semble-t-il, aux fondamentaux. Quand... je lisais dans votre édito de hier matin, je suis assidu quand même, vous noterez. Abdel. Je vous en remercie, vous avez de bonnes lectures, Olivier. Je lisais que vous estimiez que Valérie Rouverin était la grande sortie vainqueur de ce conseil municipal extraordinaire, où elle avait pris des positions, fait une déclaration. Moi, je voudrais quand même rappeler que Valérie Rouverin se compare à Julien Plantier et ses amis qui ont été démis de leur fonction. Elle a démissionné. Elle a démissionné, certes, comme elle dit, par solidarité. Par loyauté. Par loyauté, oui, avec Yvan Lachaud. Mais ce n'est pas la même chose de démissionner ou d'être démissionné. Jean-Paul Fournier n'a jamais voulu son départ à Valérie Rouverin. C'est elle qui a suivi Yvan Lachaud. Alors elle dit que c'est par loyauté. Mais la loyauté envers un homme, c'est bien, c'est joli. Sur la photo, ça fait bien. Sur le CV, ça fait bien. Ça compte un peu en politique quand même. Mais moi, je préfère la loyauté envers les idées. Excusez-moi, mais Georges Brassens, il a chanté
j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ça voulait pas dire qu'il aimait pas la personne qu'il avait en face de lui et avec laquelle il allait passer sa vie. Ça voulait simplement dire que, au-delà de cet amour, il plaçait la liberté de ses idées au-dessus de tout. Allez, c'est ça qui m'importe. On passe au deuxième sujet. Olivier, vous vouliez revenir sur ce que l'on appelle la droite sociale. Oui, alors je voudrais revenir sur la droite sociale, mais je voudrais juste dire un mot, allez, rapidement, malgré tout, sur le sujet précédent. Parce que vous avez dit aussi dans votre édito que Vincent Bouget était le grand perdant de cette conseil municipal. Dieu sait que je combats souvent Vincent Bouget. Vous me faites ricaner. Moi, je combats personne, hein. Je commande. Oui, non, mais je donne mon avis. Moi, je combats souvent Vincent pour ses idées et ses positions. Néanmoins, je considère que la position qu'il a prise était la bonne, était la vraie et elle est juste. Et je pense qu'au contraire, il sort vainqueur de ça parce que il ne s'est pas prêté à ce combat qui ne concernait pas sa famille et encore moins les Nîmois. C'est un combat interne. On lavait son linge sale en famille, certes sous les caméras puisque tel avait été le souhait. Et donc, ça a été public. Il a bien fait. Mais il a fait le pas de côté, ce que n'a pas fait le Rassemblement national et je m'interroge. Allez, le deuxième sujet de ce soir, c'est la droite sociale. Pourquoi vous avez choisi ce sujet, Olivier ? Qu'est-ce qui vous embête dans cette droite sociale dont se revendiquent plusieurs personnalités politiques depuis très longtemps ? Oui, tout à fait. Jacques Chirac le premier. Alors Jacques Chirac s'est revendiqué de la droite sociale avec la fracture sociale. Je rappelle que c'est pas lui qui l'a écrit, c'est Henri Guénaud. Voilà, moi j'ai bien connu Henri Guénaud puisqu'on l'a côtoyé à Nîmes. Je faisais partie de ses soutiens. Qu'est-ce qui vous gêne dans la droite sociale ? Pardon ? Qu'est-ce qui vous gêne dans la droite sociale ? Quand on est de droite, on ne peut pas faire du social ? Absolument, c'est le terme droite sociale qui me gêne. Moi, je n'utilise pas jamais le terme droite sociale parce que je considère que la droite, par essence, mais comme la gauche, comme tout parti à mon sens en France, je ne connais pas un parti, je vous retourne à la question, qui soit antisocial. Lequel ? Quel parti en France est antisocial ? Des partis très libéraux, mais effectivement, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui en France, il n'y a pas de parti antisocial. Il n'y en a plus. Donc dire droite sociale est un non-sens. Comme dire le gaullisme social. Le gaullisme social, c'est imbécile, puisque De Gaulle, par essence, était social. Et Dieu sait qu'il a fait des grandes réformes. C'était peut-être pour rassurer des électeurs potentiels. On a besoin de se rassurer. Alors voilà, on y vient. La droite sociale, c'est le cache-sexe. C'est le cache-sexe. Des gens qui sont engagés à droite, mais qui ont honte de leurs idées. Soit on est à droite, soit on est à gauche. Si on veut la droite sociale, on va à gauche. Mais la droite sociale, ça ne veut plus rien dire de nos jours, du tout. Ça n'a jamais voulu rien dire, mais encore moins aujourd'hui. Et j'entends ici ou là, effectivement, localement, pour ces élections municipales, des gens qui se revendiquent de la droite sociale. Ça ne veut rien dire. En fait, ces gens qui se revendiquent de la droite sociale vont avoir un torticolis parce qu'à force de tourner leur tête à gauche, ils vont avoir sérieusement des problèmes. Oui, même si on peut vous rétorquer derrière quand même, Olivier, oui, que cette droite qui est favorable au libéralisme économique le fait aussi avec un certain sens, c'est de ne laisser personne au bord de la route. Donc cette redistribution derrière de ce qui est généré par l'économie, c'est quand même du social. Tous les partis de droite comme de gauche ont pour but ultime, à mon sens, en France, le social, c'est-à-dire le bien des gens, la concorde, etc. Voilà. Le care. Tout le monde cherche ça. En revanche, c'est les moyens qu'on y met et la méthode. Ça, c'est vrai. Les moyens, la gauche veut tout de suite redistribuer, tout de suite et redistribuer. La gauche veut prendre du temps, engranger. La droite, vous voulez dire. Voilà, la droite prendre du temps, engranger pour redistribuer savamment. C'est deux options différentes, mais qui ont un seul et même but, faire le bien autour de soi. Après, il y a un problème de temporalité, un problème de méthode, mais le but ultime est le même. Donc dire droite sociale est un non-sens. Allez, le troisième sujet de ce soir, c'est l'effort, le financement de l'effort de guerre, ce que l'on entend effectivement depuis maintenant plusieurs semaines, sous le prisme bien évidemment des négociations entre les États-Unis avec Donald Trump et Vladimir Poutine en Russie. Est-ce que tout ça se fait sur le dos de l'Europe et est-ce que l'Europe a raison
d'imaginer des budgets de défense? Voilà l'interrogation de ce soir. On vous écoute, Olivier, qu'est-ce que vous en pensez de cet effort de financement de la guerre? On ne va pas refaire l'actualité qu'on entend depuis quelques semaines, mais il y a deux points qui arrivent en même temps. Trump au pouvoir aux États-Unis et qui redéfinit la position de l'OTAN par rapport aux engagements sur le continent. Et, excusez-moi, je ne suis pas là pour dire si Trump a tort ou a raison de le faire, mais l'Europe aurait pu se réveiller avant et anticiper avant ce qu'il aurait pu se passer. Là, on a l'impression qu'il y a un cataclysme et que comment c'est possible qu'un Américain puisse nous faire ça. Mais si on veut jouer avec nos sous, pas avec les sous des autres. Donc ça, c'est la première des choses et voilà. La deuxième chose, c'est ce conflit ukrainien. Bien sûr qu'il faut mettre un terme à ce conflit, en tout cas aider à ce que ce conflit fasse le moins de victimes possible. Pour autant, moi je considère, mais ça c'est très personnel, que les positions de notre président nous engagent tous sans nous avoir demandé notre accord, et que moi je ne suis pas d'accord qu'on aille œuvrer pour la paix et temporiser en Ukraine, oui, qu'on aille déclarer la guerre, parce que c'est un petit peu ce qu'il fait, un petit peu avec ses mots, la guerre à la Russie, parce que demain, si Poutine se rebellait sur l'un d'entre nous, je pense que c'est plus la France qui viserait que l'Allemagne, avec le ton employé et l'énergie en termes de communication que déploie le président à l'endroit de Poutine. Après, on peut vous dire aussi que les Anglais sont dans la même position qu'Emmanuel Macron aujourd'hui. Oui, mais nous, on est plus proche de la Russie. Oui, aussi, c'est vrai. Et moi, j'ai jamais entendu, et le président prête des mots à Poutine qu'il n'a jamais en tout cas prononcé. Poutine n'a pas de rêve d'expansion sur l'Europe. Poutine, par contre, a un rêve de grande Russie, de grand empire russe, nostalgique. Mais même si vous reconnaissez quand même, Olivier, qu'il déstabilise quand même bien entendu qu'il déstabilise les différents pays européens, y compris la France, avec cette ingérence, y compris dans les élections et y compris sur les réseaux sociaux. Mais bien entendu qu'il déstabilise. Donc il y a une forme de guerre numérique quand même qui est déjà là. Il y a ces deux aspects. Il y a le conflit ukrainien et la position des États-Unis par rapport à l'OTAN. Et cette conjonction des faits fait qu'on se dit... il faut faire un effort de guerre. Moi, je réponds oui, pas de problème. Il faut se préparer. Ok, allons-y pour l'effort de guerre. Mais vous n'êtes pas 20 ans en guerre. Ah non, mais à des conditions. Quel effort de guerre? On finance comment? Et tout ce qu'on financera, ce sera aux dépens de quelque chose. Donc choisir, c'est renoncer. On renonce à quoi? Moi, je suis d'accord. Je sais à quoi renoncer, moi. Si on me demande mon avis, je saurai à quoi renoncer. Mais chacun a son idée. Il faut qu'on nous pose la question. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses... La guerre, mais contre qui? Quel est l'ennemi? Pour moi, l'ennemi aujourd'hui, c'est pas l'ennemi potentiel que le président Macron nous dépeint aujourd'hui sur le fond du conflit ukrainien qui ne nous touche pas. Par contre, je connais deux conflits qui nous touchent directement, et sans aller faire la guerre. C'est l'Algérie, en tout cas, pas l'Algérie, le gouvernement algérien actuel qui nous marche dessus tous les jours. Et là, il faut y mettre un terme. Et j'entends pas le président Macron montrer les gros bras comme il le fait avec le président Poutine. On peut se poser la question. Et surtout, je connais un ennemi mondial. 170 000 victimes en 40 ans. 400 victimes sur le territoire national depuis 10 ans. Qui a fait le plus de victimes, c'est les musulmans. Non, pas les musulmans. Le conflit, sur les 170 000 victimes, écoutez-moi bien, Abdel, sur les 170 000 victimes en 40 ans, la majorité des victimes sont musulmanes. Oui. Et quel est cet ennemi? C'est l'islamisme. Donc il faut y mettre un terme. Donc si on doit porter une guerre demain, c'est contre les frères musulmans et contre l'islamisme, en priorité. Et ça aussi, c'est un débat que les Français doivent avoir. On ne peut pas nous priver de ce débat. On l'a entendu. Merci beaucoup, Olivier Jalaguier, une nouvelle fois d'avoir été avec nous ce jeudi. On va vous remercier d'avoir suivi ce nouveau numéro. Remercier Romain Curat pour la réalisation de l'émission. On va se donner rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine d'informations. Deux invités lundi, c'est Béranger Aubanel qui sera avec nous dans le Club Midi. Et puis le soir, on va recevoir Valentine Volbert. Elle sera présente. C'est l'adjointe au maire de Nîmes. Et elle viendra nous présenter, bien évidemment, ses actions pour cette dernière année de mandat. Bon week-end à tous, à lundi.